Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux ce soir pour cette conférence. Donc au nom d'Alternativa Léman, dont je suis la marraine cette année, et le parrain est René Longer, qui animera tout à l'heure la modération des questions. C'est un immense plaisir, un immense honneur d'accueillir pour cette conférence, avant, je rappelle, la grande journée de stand demain. Venez tout aussi nombreux demain pour soutenir les stands et cette magnifique journée qui s'annonce aussi. Donc c'est un grand honneur, en tout cas ce soir, d'accueillir Aurélien Barraud, qui est donc astrophysicien, professeur à l'Université de Grenoble-Alpes. Ses thématiques de recherche principales sont plutôt la relativité générale, la cosmologie, les trous noirs, un pas vers l'humanité, je ne sais pas trop, mais en tout cas les trous noirs. Et il est auteur de multiples ouvrages, multiples articles, dont le dernier en date, celui-ci. Donc si vous ne voyez pas très bien loin, je vous le dis, donc, le titre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » qui vient d'être publié chez Laffont cette année, en 2019. Aurélien Barraud est connu pour ses multiples engagements, ses prises de position sur les questions écologiques, ses interventions dans les médias qui font bouger les vies et bouger les esprits. C'est un lanceur d'alerte en quelque sorte. Donc peut-on éviter le pire, Aurélien Barraud? Donc c'est lui qui va nous en parler ce soir. Merci d'être venu. On peut l'applaudir pour le remercier d'être venu. Bien. Bonsoir. Merci beaucoup de votre invitation. Je trouve que vous êtes un peu fous d'être venus si nombreux, alors que je n'ai essentiellement que des choses tristes et désagréables. Et j'ai un peu changé d'avis depuis 10 minutes sur la question de la fin du monde, parce que, bon, pour un prof, avoir comme ça des gens qui sont partout dans les couloirs, au début, au fond de l'amphi, c'est le fantasme absolu. Donc je me dis maintenant que, bon, si le monde meurt, finalement, c'est pas très grave. Parce que j'aurais au moins vécu ça, donc un peu plus sérieusement. Vous savez que la vie a presque l'âge de notre planète, qui elle-même a presque l'âge de l'univers, un facteur 2 ou 3 pour un physicien théoricien, c'est de l'ordre de 1. Donc en fait, la vie est un phénomène très ancien, à l'échelle du cosmos lui-même, et toujours très mystérieux. Voilà, on ne sait toujours pas très bien la définir, elle est empreinte de magie, d'étrangeté. Et le problème, c'est que cette vie est aujourd'hui menacée, vraisemblablement, comme jamais dans l'histoire. Donc je dirais que mes collègues scientifiques spécialistes du climat, de la biologie, de la pollution, des écosystèmes, mais aussi parfois des sciences sociales, voire économiques, sont aujourd'hui désespérés. Ils ne savent plus comment faire passer le message, ils ne savent plus comment tenter de faire en sorte que la connaissance qui est maintenant portée à la plupart d'entre nous, puisse entraîner une action. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous commencions par faire un petit tour d'horizon, tous azimuts, dans toutes les directions, de façon volontairement un peu erratique et désordonnée, avant d'en venir aux éventuelles conséquences qu'il faudrait en tirer. Récemment, une méta-analyse a été publiée portant... Peut-être qu'il y a un peu d'écho, tu veux pas que j'enlève les micros, parce que comme il y a à la fois les micro-cravates et les autres, ça fait... Je pense que c'est pas génial aussi. Non? C'est mieux comme ça? Parce que alors, plusieurs micros en même temps, c'est limite, non? Enfin, en plus, c'est mieux que moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Donc, une méta-analyse a été publiée portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation, et la conclusion est sans appel: la vie est en chute libre dans tous les secteurs. Donc nous faisons bien face à une extinction massive, qu'il faudrait d'ailleurs peut-être plutôt appeler une extermination délibérée. En 40 ans, environ 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe. 60% des populations animales sauvages ont également périclité. Il semble qu'en Allemagne, là où l'étude a été menée, 80% des insectes volants ont disparu, et le taux d'extinction des insectes semble être environ 10 fois plus important que celui des mammifères, qui lui-même est assez vertigineux. Aujourd'hui, on estime que les espèces disparaissent à un rythme qui est entre 100 et 1000 fois plus rapide que le rythme normal sur les échelles de temps géologiques. Les spécialistes
utilise aujourd'hui l'expression d'un anéantissement biologique. Et pourtant, la disparition des espèces n'est pas le bon critère. Parce que pour qu'une espèce disparaisse, il faut que tous les spécimens aient disparu, même dans un zoo, il ne doit pas rester un seul exemplaire, une espèce animale, pour qu'elle soit considérée comme éteinte. Et en dépit de l'extraordinaire sévérité de ce critère, on estime aujourd'hui qu'1 million d'espèces sont menacées à court terme. En parallèle, on pense que la pollution tue à l'échelle mondiale environ 3 fois plus que le sida. Et selon l'Organisation météorologique mondiale, les incendies de forêt ne peuvent plus aujourd'hui être considérés comme un phénomène local, mais sont plutôt un problème global et planétaire, bien évidemment causé en partie par le réchauffement climatique et contribuant à ce dernier par les émissions massives de dioxyde de carbone. 1000 milliards d'animaux marins sont tués environ chaque année dans des conditions terribles. Les navires de pêche industrielle parcourent tous les ans environ 35 000 fois le diamètre de la Terre, en émettant au passage environ 19 milliards de kilowattheures. Étonnamment, nouvelle blessure narcissique, dirait Freud, les humains ne représentent que 0,01% des vivants. Mais ils sont à l'origine de 85% des morts sur Terre depuis les débuts de la civilisation. En France, nous perdons environ l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges par décennie, ce qui est absolument considérable. En 40 ans, les grandes espèces de poissons d'eau douce ont décliné de 88% dans le monde, et en ce moment même, 3700 barrages sont en construction ou en projet, sachant qu'ils contribuent de façon majeure à la disparition de ces espèces. Récemment, des collègues ont évalué la probabilité que le phénomène de réchauffement climatique observé ne soit pas d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dû à l'activité humaine. La probabilité estimée est de 0,00005%. Si vous voulez faire un pari dessus, c'est un pari risqué. La part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74% de la population mondiale. On attend, d'après les chiffres de l'ONU, entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques dans quelques décennies. Et officiellement, 17 pays sont déjà aujourd'hui en situation de stress hydrique extrême, 27 en situation de stress important, dont certains en Europe. Et on estime que dans quelques décennies, 25% de la population mondiale manquera drastiquement d'eau. Je suis assez impressionné que la très sage Organisation des Nations Unies utilise les mots de menace existentielle directe. Moi, je dirais que le système planétaire, vous savez, c'est un système non linéaire. Non linéaire en physique, ça veut dire qu'il y a des effets de rétroaction. Les effets de rétroaction font passer des paliers, et lorsque ces paliers sont franchis, les retours en arrière sont extraordinairement difficiles, voire impossibles aux échelles de temps pertinentes. Et c'est exactement ce qui est aujourd'hui en train de se passer. Pour le dire autrement, une croissance exponentielle dans un monde de taille finie n'est pas durablement possible. En physique, on appelle ça essentiellement un crash. On appelle ça une instabilité, un système en croissance exponentielle. On sait qu'il va crasher et on sait quand il va crasher. Et c'est un peu l'effet Larsen qu'on entendait tout à l'heure. Si je rapproche mon micro du haut-parleur, il faut qu'il y ait un limiteur quelque part. Sinon forcément la membrane va casser. Et là, c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, avec un temps typique de doublement qui est de l'ordre de 30 ans, et donc un temps de crash qui est de l'ordre de quelques fois 30 ans. Le calcul physique est exactement en adéquation avec les prédictions des écologues. En parallèle, le dégel du permafrost semble s'avérer être environ 50 fois plus rapide que ce qui était prévu. Vous avez remarqué, dès qu'on a des nouvelles, c'est toujours pire que ce qu'on avait prévu. Donc les gens qui nous disent que les écologistes exagèrent, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une contre-vérité. Et le problème, c'est que le dégel du permafrost engendre du méthane, qui est lui-même un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Sans même mentionner les agents pathogènes qui étaient enfermés dans la glace, et qui sont aujourd'hui libérés et qui correspondent à des maladies que parfois nous ne savons pas ou plus traiter. L'océan de plastique fait 3 fois la taille de la France et sa masse est toujours en augmentation exponentielle.
Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. 80 000 km² de forêts disparaissent tous les ans, et les forêts primaires vont très certainement s'éteindre dans la prochaine décennie du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Mais les spécialistes supposent que cette prédiction est fausse et que les effets réels seront bien pires que cela. Les émissions de CO2, après quelques années de stagnation, sont à nouveau reparties largement à la hausse. Tout va bien. Le record vient d'être battu et 15 milliards d'arbres disparaissent chaque année. On estime aujourd'hui qu'il reste environ 46% seulement des arbres que la Terre comptait avant que l'humanité ne se lance dans l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. Le réchauffement climatique va également engendrer une prolifération spectaculaire de maladies dites tropicales qui donc cesseront de l'être, puisqu'elles ne toucheront plus que les tropiques, et qui étaient jusqu'alors relativement maîtrisées, et qui là encore cesseront de l'être. On estime que seuls 20%, un cinquième, des terres émergées sont aujourd'hui épargnées par l'impact drastique de l'humanité. Les sols sont si abîmés que leur productivité, même d'un point de vue purement consumériste, a baissé de 23% dans les dernières décennies. La fonte des glaciers de montagne, on le sait maintenant, va donner d'abord beaucoup trop d'eau douce, puis beaucoup trop peu, à environ 2 milliards de personnes qui en dépendent directement. Et en plus, on se rend compte que le permafrost et les glaciers contiennent environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se trouver relâchées dans les eaux potables. En parallèle, en seulement 11 ans, la moitié des chauves-souris ont disparu. J'aime beaucoup les chauves-souris, je pense être attendri, mais je trouve que c'est la pire information de tout ce que j'ai dit. Non, mais c'est presque vrai. Bon, récemment, nous avons tous entendu dans les informations diverses que 3 millions d'hectares de forêts sibériennes sont partis en fumée, émettant donc autant de CO2 que la totalité de la Belgique pendant une année. 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland en une seule journée cet été. Et les températures ont atteint des sommets qui ne sont bien évidemment rien du tout à côté de ce que nous allons vivre, puisque vous savez que la pente actuelle n'est pas du tout à plus 1,5 degrés, mais plutôt à plus 5 degrés, ce qui rend les animaux et parfois les humains fous. On a vu des scènes terribles en Inde en particulier, en ceci que des espèces, et nous faisons partie de ces espèces, qui sont usuellement collaboratives, commensalistes, commencent à acquérir des comportements au contraire très agressifs quand elles sont en situation de stress thermique extrême. Denis Meadows, le fameux auteur du rapport du MIT de 1972 qui annonçait tout ce qui est en train de se passer, a récemment conclu que manifestement c'est le scénario de l'effondrement qui était en train de l'emporter. Les incendies dévastateurs en Amazonie ont augmenté de 83% en un an, et 40% de la production alimentaire mondiale est chaque année gaspillée. Je crois qu'un crime contre l'avenir, on peut ainsi le qualifier, est actuellement en cours, nous y participons. Quelques derniers exemples, entre 100 et 200 mètres de profondeur sur le plateau continental, il ne reste plus que 1 à 2% des populations de poissons d'antan. Des chiffres absolument vertigineux, mais rassurons-nous, il y a quelques jours, la Russie vient de mettre au point une centrale nucléaire flottante qui permettra d'accélérer les forages profonds dans les terres reculées de l'Arctique. En parallèle, chaque année, il y a 89 millions de bouches humaines supplémentaires à nourrir. Voilà la situation. Alors, avant d'en venir aux éventuelles solutions, peut-être faut-il réfléchir quelques instants sur les causes. Pourquoi en est-on là ? Et je crois qu'il est quand même important de rappeler, même si sans doute dans cette salle tout le monde le sait, mais il faut colporter, je crois, cette parole, que si on en reste à ce qui est acté, pas aux projections, à ce qui a eu lieu, actuellement, le réchauffement climatique n'est pas la cause de la fonte du vivant. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui est l'origine de ce que 60% des populations animales sauvages sont mortes en 40 ans. Pas le réchauffement climatique. C'est la disparition des espaces de vie. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus nulle part pour exister. L'hyper-expansionnisme humain ne leur laisse plus la place de se loger, pourrait-on dire.
En France, seul 0,02% du territoire est réellement protégé. L'Amérique du Sud a perdu 30% de ses espaces vierges en 20 ans. 20 ans, c'est rien. Et pendant le même temps, l'Afrique a perdu 15% de ses espaces vierges. Bon, cette surexpansion, pourrait-on dire, de l'humanité est aujourd'hui l'impact le plus important et le plus négatif sur l'ensemble de la vie sur Terre. Ensuite, bien sûr, il y a la surexploitation, en particulier les navires de pêche, qui utilisent aujourd'hui des radars, qui utilisent des satellites, et qui font qu'ils ne laissent littéralement plus la moindre chance aux bancs de poissons. Les chaluts raclent le fond et détruisent des écosystèmes qui mettent plus de 10 000 ans à se reconstituer. On estime en plus qu'environ 200 millions de poissons sont pêchés et tués, puis rejetés, parce qu'inutilement prélevés dans les océans. L'agriculture intensive n'y est pas pour rien. 98% des pesticides atteignent une autre destination que leur cible. Ils polluent l'air, l'eau, ils atteignent par le vent et le ruissellement les pâturages, les forêts, et ont un effet dévastateur sur tout l'écosystème. Rien qu'aux États-Unis, les dernières études estiment à 62 millions le nombre d'oiseaux tués chaque année par les pesticides. Donc dommages collatéraux, ce ne sont pas eux qui sont visés. Les effets sur les humains sont évidemment drastiques via les perturbateurs endocriniens qui peuvent engendrer des recrudescences de maladies congénitales et en particulier de nombreux cancers. Les effets d'ailleurs sont beaucoup plus importants sur les enfants. Bon, qu'est-ce qu'on observe face à ces connaissances depuis quelques mois? Ça fait évidemment des décennies que nous savons, mais ça ne fait que quelques mois finalement que l'opinion publique est immergée, innervée de cette information qui effectivement aujourd'hui peut être diffusée dans les grands médias et on ne peut que s'en réjouir. Eh bien, moi ce que j'observe avant tout, c'est un déluge des forces de réaction. Et ça, je l'identifie de façon très nette dans les causes. Ce n'est pas un effet secondaire, ce n'est pas un effet collatéral, ce n'est pas un effet mineur. C'est une des causes majeures du problème. Nous n'avons manifestement pas envie de changer. Un biocide est en cours. Et la vie est en train de s'effondrer sur Terre. Ce n'est pas une crainte, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. C'est le bilan des 40 dernières années. C'est fait, c'est acté, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe une grande partie de la presse, pas toute, pas toute, une grande partie de la presse, faire ses grands titres sur l'écologie. Pour inciter au changement? Non, non. Pour désigner l'écologie comme étant le grand danger de ce temps. Pour s'assurer finalement que quoi qu'il se passe, nous ne changerons surtout rien de fondamental. Et ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte que pendant 40 ans, on a moqué les écologistes. Toutes les forces économiques riaient de ces boudins. Moi je me souviens quand j'avais 15 ans, au lycée, j'avais les mêmes convictions, c'était drôle. Les gens sérieux faisaient de l'économie, la pensée écologique était sympathique, on n'était pas méchant, on était simplement un peu des rigolos. Bon. Ça, on voit qu'aujourd'hui c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'il se trouve que nous avions raison. Alors comme on ne peut plus dire que nous sommes des farfelus, on dit que nous sommes des dictateurs. Et cet argument, ne croyez pas qu'il est cantonné à quelques sites d'extrême droite nauséabonds. Non, 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 on l'a retrouvé dans presque toute la grande presse française, et j'imagine suisse. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Quiconque a lu un tout petit peu de théorie écologique sait que rien, je dirais absolument rien, n'est plus éloigné de cette pensée que toutes les formes possibles de dictature. Les lanceurs d'alerte sont sans ambition politique, sans argent, sans armée, sans lobby. Ils essayent de porter à la connaissance de tous une vérité scientifique qui est essentiellement consensuelle et qui est dramatique, et ils seraient les dictateurs. C'est assez étrange tout de même. Alors, moi je crois qu'il y a des limites à l'obscène et au mensonge, mais le fait est que ces limites ont été transgressées. Alors bien sûr, d'un certain point de vue, c'est vrai, les calomniateurs se sont couverts du ridicule, et je ne les en doute pas. Mais si on veut en rester à l'aspect purement dictatorial, le point sérieux autour de cette idée, c'est pas la dictature verte, hein, bien sûr, c'est une bouffonnerie, mais le point sérieux, en revanche, c'est que les centaines de millions de réfugiés climatiques qui sont annoncés par l'ONU et qui vont avoir lieu, vont effectivement, probablement, engendrer des régimes dictatoriaux. Quand on voit la chute, l'échec de l'Europe face aux 2 millions de réfugiés syriens, on imagine qu'avec 500 millions de réfugiés, ça ne va pas se passer en douceur.
Et croyez-moi, quand ceci aura lieu, qu'est-ce qui se passera? On fera appel pour résoudre à ces problèmes aux mêmes forces réactionnaires qui aujourd'hui font précisément tout pour que ces problèmes aient lieu. Alors, prenons l'exemple, parce qu'on ne peut quand même pas ne pas en parler, de la jeune militante Greta. Bon, c'est pas une sainte, hein, Greta. Pas du tout une sainte. C'est simplement quelqu'un qui vient porter la parole d'une génération qui va payer un prix exorbitant pour notre inconséquence. Moi, je trouve qu'avec une certaine modestie, elle relaie le message des experts. Elle est un passeur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on observe? Une levée de boucliers incroyable. En France, je n'ai jamais vu ça de ma vie. En France, quand elle est venue à l'Assemblée nationale, une partie des boucliers, une partie des députés a boycotté la séance. Ils ne voulaient même pas la voir, ils ne voulaient même pas la croiser dans les couloirs. Dans les journaux, on voit fleurir moult articles moqueurs, incendiaires, sur le physique, sur la maladie, sur le sexe, bien sûr, parce qu'ils sont souvent aussi misogynes. Il n'y a aucune limite. Ils ne renonceront à rien. Pourquoi? Je crois que dans le lot, on a quand même un certain nombre de vieux mâles qui sont un peu vexés qu'une gamine leur fasse la leçon. Le problème, c'est que la gamine a raison. Tant pis pour leur ego, c'est comme ça. Ça, c'est pas le plus grave. Ce qui est beaucoup plus embêtant, ce sont quand même les privilégiés qui sont prêts à tout pour ne renoncer à rien de leur confort. Parce que ce sont eux qui tiennent les rênes. Rien ne nous a été épargné. Greta a été comparée au nazisme, elle a été comparée au terrorisme. Pas dans des sites rebelles, dans des journaux à grand tirage, publiés en France et accessibles dans n'importe quel kiosque. Rien ne nous a été épargné. J'en ai d'ailleurs moi-même fait l'expérience, c'est très drôle. Un journal de droite a écrit que je voulais envoyer, je cite, en camp de rééducation ceux qui ne partageaient pas mes solutions. Non, absolument, mais aucun rapport, pas le moindre, avec quoi que ce soit que j'ai jamais pu dire, penser, écrire, même pas en rêve, même pas. Et ça n'a aucune importance pour eux. Ça n'a aucune importance. La vérité n'a plus aucune importance, c'est une guerre totale contre les lanceurs d'alerte. Alors, on essaye de développer une pensée nuancée. Moi, on m'interroge souvent, mais vous êtes radical ou vous êtes nuancé? Je crois qu'il faut être radicalement nuancé. C'est une position qui est très dure à tenir pour nos adversaires, parce qu'effectivement, ils pètent un peu les plombs. Ça, c'est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle. Mais il faut quand même se rendre compte que on a affaire à plus fort et plus méchant que nous. Et donc, ça ne va pas être ça. Bon, les attaques à Dominem, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas y passer une heure. Mais elles montrent quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils n'ont absolument rien compris au problème. Pour Greta, par exemple, j'ai lu récemment que certains ont souhaité le naufrage de son voilier, utilisé pour aller aux États-Unis. Bon. Pour d'autres lanceurs d'alerte, on glose sur les vêtements, sur les cheveux, c'est comme ça. Bon. Mais ils n'ont vraiment rien compris, au sens où nous ne cherchons pas à séduire. Nous n'avons rien à vendre. Nous ne sommes pas candidats aux élections. On ne cherche pas à plaire. Ça n'a aucune importance que vous ne nous aimiez pas. Ce n'est pas le problème, c'est le message qui compte. Donc vous pouvez pointer, je ne dis pas vous personnellement, hein, mais ils peuvent pointer toutes les incohérences qu'ils veulent, ce n'est pas la question. Et je crois que là, on voit bien que l'état d'esprit est une incompréhension totale à la fois de l'ampleur, de la nature et de la spécificité des problèmes auxquels nous faisons face. Bon. D'un certain point de vue, comme je le disais, c'est plutôt bon signe, parce qu'il y a quand même un certain vent de panique chez ceux qui veulent à tout prix ne rien changer. Ils perdent un peu les pédales, et ça montre que quelque chose est précisément en train de se passer. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que leur panique n'est pas relative à la catastrophe en cours. Elle est relative au fait que la catastrophe soit dénoncée. Et ça, c'est quand même relativement aberrant. Quand on qualifie Greta de gourou apocalyptique, alors qu'elle énonce une vérité scientifique pratiquement incontestée dans la communauté, on se dit, il fallait l'oser. Ils ont entendu tout. Alors, il faut le savoir, il faut y être préparé. Et ce n'est pas parce que leur discrédit intellectuel est total que leur pouvoir de nuisance n'est pas en contrepoint relativement important. Ce qu'ils n'arrivent finalement pas à admettre, c'est que les lanceurs d'alerte ne se placent pas au-dessus du lot. Nous faisons partie du lot. Et nous ne cherchons pas à nous en extraire. Nous cherchons précisément des solutions en construisant sur nos propres faiblesses. Donc, on est totalement à côté de la question fondamentale. Plus dramatiquement et plus sérieusement, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques jours, la ministre canadienne de l'Environnement
a demandé une protection rapprochée suite à des menaces sérieuses. Et encore plus dramatiquement, au Brésil, on estime qu'environ 50 militants écologistes sont tués chaque année, eu égard à leur tentative de sauver la forêt. Alors pour reprendre cette analogie dont je ne suis pas l'auteur, j'ai lu quelque part, imaginez que des extraterrestres envahissent la Terre. Et imaginez qu'ils réalisent le 10e de ce que nous faisons en ce moment. Nous serions en guerre totale. Nous serions outrés, scandalisés, effondrés, enragés de voir ce qu'ils font à notre planète et à notre propre espèce. En 40 ans, près des 3/4 des animaux marins sont morts. On sait que dans quelques années, ça c'est sûr, les plus grands mammifères terrestres, ça sera quoi? Des vaches. Bon. Voilà ce en quoi on est en train de transformer le monde. Et la question est, comment peut-on collectivement et individuellement réagir? Alors pour en finir avec les causes, je voudrais aussi me focaliser sur les causes, je dirais, psychiques ou presque philosophiques. Et je pense qu'une des causes majeures du problème, ce sont nos mauvaises questions. Moi, la question qu'on m'a posée le plus souvent, quand j'interagissais encore un peu avec la presse, c'était « est-ce qu'il est trop tard ?» Et là, c'est pas pour faire un jeu sémantique, rhétorique, ou je ne sais quoi. Je ne comprends pas cette question. En fait, cette question n'a littéralement aucun sens. Trop tard, pourquoi? Si c'est trop tard pour qu'aucun mal n'ait été fait, ah, c'est sûr qu'il est trop tard. Si c'est trop tard pour que la vie disparaisse sur Terre, non, ça c'est sûr que c'est pas trop tard. Moi je vous promets, les scorpions vont très bien s'en sortir, j'en suis à peu près certain. Donc la question est-il trop tard est juste stupide en fait. Elle est totalement mal définie. Et ça, il faut faire très attention à ne pas répondre à l'emporte-pièce non, il n'est pas trop tard, ou alors oui, il est trop tard. Non, ça n'a juste aucun sens. Aux mauvaises questions, il ne faut juste pas répondre. Une autre mauvaise question très fréquente, c'est la situation, et elle est très liée finalement à la précédente, la situation est-elle réversible? Bon, récemment, un article dans un grand journal français titrait à propos des incendies, oui, bon, c'est pas chouette, mais c'est réversible. Mais là encore, c'est extrêmement mal posé. Parce que si on parle d'un processus physico-chimique, il peut être réversible ou non. Ça dépend du processus. Mais là, en l'occurrence, on est en train de parler de la mort d'êtres vivants, sensibles, uniques. Ça veut dire quoi, réversible? Ouais, si vous tuez mes 2 enfants, et que vous me dites, bah c'est pas grave, moi je peux en faire 2 autres, donc c'est réversible. Ça va pas me convaincre. Je vous promets que ça va pas me convaincre. Donc, vous voyez que rien que poser la question comme ça, c'est déjà entrer dans une logique de réification du vivant. Donc, il ne faut juste pas répondre à cette question. Elle n'a aucun sens. Donc, que faire? D'abord, peut-être être clair, ne plus se mentir, comme dit mon ami Jean-Marc Ancil, dont je vous encourage à lire le petit livre très chouette, et le dire partout, nous n'allons pas dans la bonne direction. Ça m'agace quand j'entends dire, oui, vous avez raison, hein, il faut amplifier les efforts. Non, il ne faut pas les amplifier, il faut les commencer. Jusqu'à maintenant, on va dans la mauvaise direction. Le trafic aérien bat des records. On est en ce moment à plus de 100 000 vols par jour. C'est complètement délirant. La production de plastique a doublé depuis l'an 2000, depuis les années 50. Hein. Et 91% des déchets ne sont aujourd'hui pas recyclés. On a passé la barre des 75% de terres drastiquement endommagées par l'homme. Les zones mortes océaniques ont quadruplé depuis 1970. Et rien qu'en France, la consommation de viande est à nouveau repartie à la hausse cette année. J'arrête avec le constat, je l'ai déjà gavé pendant 10 minutes, mais qu'on ne nous dise pas, il faut en faire plus. Non, il faut commencer par faire quelque chose. On n'a pas encore commencé à faire quelque chose, au moins à l'échelle globale. Et pour finir, sur le constat des abusés, soyons honnêtes. On a eu une canicule cet été. C'est bon pour les écologistes, la canicule. C'est le moment où on parle du problème. Quelle a été la vraie conséquence factuelle de la canicule, au-delà des mots? La vraie, unique conséquence factuelle au niveau des attitudes humaines, bah, c'est l'envol de vente de climatisation. C'est ça que ça a vraiment engendré. Et évidemment, comme vous le savez, ces climatisations vont à la fois contribuer au réchauffement par leur consommation électrique, mais vont aussi contribuer à la négation du réchauffement parce que leurs propriétaires auront moins chaud et donc ne se rendront pas compte que les pauvres et les animaux, eux, sont en train de cramer. Donc c'est un peu quand même contraint. Alors, faisons face à la question essentielle. Moi, je me suis rendu compte que dans les oppositions psychologiques les plus banales, c'est quand même la question qui revient tout le temps.
celle de la liberté. Dès qu'il y a un problème, ceux qui d'habitude d'ailleurs ne s'intéressent pas beaucoup à la liberté, mais là d'un seul coup, ils l'agrandissent. Il faut avant tout sauvegarder la liberté. Juste avant de venir vous voir, j'ai fait une entorse à mes principes, j'ai répondu à quelques questions de la RTS. La journaliste qui était là d'ailleurs, elle était super sympa, et elle m'a expliqué qu'il y a quelques jours, on a interviewé le grand chef mondial de l'aviation civile, qui est à Genève, et qui expliquait que quand même, prendre l'avion est un droit, et que lui était un homme de principe et qu'il se battrait toujours pour cette liberté. Applaudissons cet homme. Donc, ok, on va vraiment en fait les siffler. Alors, soyons sérieux. Tout le monde est pour la liberté. Et évidemment qu'on est tous pour la liberté. Et sincèrement, quand on regarde l'histoire, je pense quand même qu'on peut raisonnablement conclure que les écolos sont même un peu plus pour la liberté que la plupart des autres. Donc on peut tous se prendre par la main et crier « Vive la liberté !» Moi, ça me va très bien. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. Parce que les partisans de la liberté inconditionnelle, juste quand on parle d'écologie, sont-ils favorables à la liberté de tuer, de violer, de torturer? Évidemment pas, même si je les aime pas beaucoup, je pense quand même qu'ils ne sont pas favorables à ça. Donc soyons sérieux, quand nos désirs individuels sont beaucoup trop incompatibles avec le bien commun, ils sont heureusement encadrés par la loi. Et je pense que personne ici ne se plaindra que ce que je viens d'énoncer soit interdit. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, la liberté de vivre et de disposer d'un avenir est clairement menacée. Elle me semble peut-être un peu plus essentielle que la liberté de rouler en 4x4 en centre-ville. Il faut comparer des libertés et savoir celles à lesquelles nous sommes attachés parce que, qu'on le veuille ou non, elles ne sont pas compatibles. Moi, j'aimerais bien qu'elles soient compatibles. Personnellement, dans le passé, j'ai même eu une voiture de sport. Donc, j'ai goûté à ces plaisirs. Je trouvais ça plutôt chouette. Mais au bout d'un moment, on dit non, mais en fait, non, c'est plus possible. C'est juste plus possible. Et donc, quand on voit qu'on a des libertés incompatibles, bah, il faut simplement les hiérarchiser. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est le pire du problème. Alors, quels sont nos leviers d'action? Premièrement, politique. Alors, on pourrait lister les mesures souhaitables, je ne vais pas le faire, ça prendrait 10 heures, et je suis sûr que beaucoup ici sont infiniment plus compétents que moi. Quelques exemples en vrac: arrêter la construction d'axes routiers, mettre en avant le train, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, protéger le territoire sauvage, sortir de l'agriculture intensive, lutter réellement, pas comme le gouvernement français ces derniers jours, contre les pesticides. Bon, tout ça est bien clair, on connaît la liste, n'importe qui souhaitant agir a à disposition l'arsenal des mesures bienvenues et faisables. Mais ce qui est plus grave que ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, sincèrement, je ne pense pas, sincèrement, que la plupart de nos gouverneurs, de nos dirigeants, soient des salauds. Je ne crois pas, je suis un peu naïf, mais je ne crois pas. Simplement, ils ne se rendent pas compte. Ce qui est proposé aujourd'hui est très inférieur, enfin, ce qui est fait est très inférieur à ce qui est proposé, et ce qui est proposé est très inférieur de l'aveu même de l'ONU à ce qui serait nécessaire. Le différentiel entre le niveau à atteindre et les efforts réels est juste infini. Alors, il y a quand même des politiques sérieuses. Bon, j'ai peut-être tort, moi je ne suis pas dans ce monde-là, mais justement parce que je n'y suis pas, j'ai discuté avec des gens hors micro, je ne dirai pas leur nom, et donc j'ai une certaine croyance qu'ils étaient sincères. Voilà. Les conversations ont été privées, donc je ne vois pas bien quel intérêt ils auraient à me dire n'importe quoi, et ils m'ont juré la main sur le cœur qu'ils aimeraient faire ce qu'il faut. Mais vous voyez, le problème c'est qu'on n'est pas légitime pour ça. Bon, il y a quand même des fois où ça ne gêne pas de ne pas être légitime. Hein. Mais enfin, là, supposons qu'il était sincère. On n'a pas été élu pour ça. Et c'est vrai. Notre mandat n'est pas de faire des réformes écologiques radicales. On sait qu'il faudrait le faire, mais après tout, nous sommes des représentants du peuple et le peuple ne le veut pas. C'est un peu rhétorique, mais c'est pas complètement faux quand même. Donc moi, je crois qu'il faut que nous libérions les politiques. Au moins, il faut que nous leur interdisions cette excuse. C'est-à-dire que nous ne devons plus jamais voter pour quiconque ne fait pas de la ligne de vie. Parce que sans vie, tout le reste n'a aucun sens. Sa priorité. Et ils ne pourront plus... Ce qui est très important, je crois, c'est de marteler que la question n'est pas prioritairement scientifique. Et quand je dis qu'on n'a rien à vendre,
Moi, je pourrais essayer de vous dire que les trous noirs vont nous sauver, et vous sponsoriseriez mes recherches. Mais c'est pas vrai. Voilà. Donc la question n'est pas prioritairement scientifique. Moi, je crois que le point nodal aujourd'hui, c'est de choisir le monde que nous voulons. Il y a un problème systémique, et il doit être traité de façon systémique. On sait aujourd'hui que quand nous allons mourir, les océans seront pratiquement dépourvus de poissons, les cieux seront dépourvus d'oiseaux, tous les grands mammifères auront disparu, une grande partie des petits aussi. La seule question est, la question n'est pas quel miracle technologique va nous sauver. La question est, est-ce ce que nous voulons? C'est une question de choix. Vous savez, politique, c'est un mot qui a une triple origine en grec. Politikos, qui est originellement le vivre ensemble. Politeia, qui est la structure institutionnelle. Et politiquer, qui est la pratique, la praxis du pouvoir. Et les trois sens de politique sont aujourd'hui à convoquer face à l'urgence qui se dessine devant nous. Je crois qu'on ne peut pas se défausser sur une simple réforme des habitudes de consommation. C'est d'un projet dont il est question. Alors, il va falloir s'y mettre. Donc, je donne juste un exemple du chemin à parcourir. Vous savez qu'en France, peut-être, des maires courageux prennent des arrêtés anti-pesticides. Le rôle des pesticides dans la chute de la vie est absolument central, hein, on le sait. Et la réponse du gouvernement a été de mettre une limite entre 5 et 10 mètres. Les maires qui avaient initié ce mouvement ont cru à une fake news. Ils ont pensé que c'était une caricature du gouvernement faite par des activistes écologiques. Ben non, c'était la vraie réponse du gouvernement. Donc là, il va quand même falloir mettre une certaine pression, parce que, in fine, ils veulent quand même être réélus. Donc si ça nous plaît, à un certain moment, ça finira quand même par poser problème. Deuxièmement, il y a une dimension d'éthique individuelle. Je l'ai dit, je le redis, ça ne suffit pas. On ne peut pas penser que le problème sera résolu par les petits gestes. C'est faux, c'est factuellement faux. Mais pour autant, même si le problème est structurel et doit être traité comme tel, et même si le dépolitiser serait dramatique, moi j'ai changé d'avis là-dessus. Il y a un an, je ne disais pas ça. Je pensais qu'il fallait en grande partie s'extraire du carcan politique, et je crois que c'est faux. Je pense que c'est absolument dramatique de dépolitiser le problème. Mais pour autant, on ne peut pas quand même non plus se dédouaner complètement de l'action individuelle. Bon, pour le dire clairement, on peut fustiger les entreprises les plus nocives. Elles ne manquent pas. Mais enfin, on n'est quand même pas non plus obligé d'acheter ce qu'elles produisent. Hein, on n'est pas obligé. Quand on voit que l'homme le plus riche du monde soumet ses salariés à des pressions insensées, refuse la plupart des propositions environnementales et fait finalement payer la maigre taxe GAFA à ses propres clients, on peut se demander si commander sur Amazon est vraiment une bonne idée. La question mérite d'être posée. Alors, il y a un certain niveau de contradiction qui est acceptable. Vivre, c'est être en contradiction. Moi, je cite parfois, j'adore Pasolini, le poète et cinéaste, il était communiste et il collectionnait les Alfa Romeo. Bon, il y a un certain niveau d'incohérence qui, chez les génies, me paraît acceptable. Mais quand ça engage quand même la vie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, on peut aimer la vie et manger de la viande, mais c'est un peu problématique. Il y a 4 problèmes avec la viande. Le premier problème, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, 95% en masse des mammifères, c'est de la viande d'abattage en devenir. 95%. Donc il faut arrêter dans les livres là qu'on donne aux gamins à l'école primaire de montrer des petits écureuils, des musaraignes. Ça n'existe plus tout ça. Il faut leur montrer des vaches dans des fermes d'usines. La vie sur Terre aujourd'hui, c'est ça. 95% des mammifères vivant sur Terre, c'est ça. Ce sont des animaux qui jamais, non seulement vont mourir de façon violente, et ce qui est bien pire que la mort, ne connaîtront aucune forme d'existence avant cette mort. Ça, c'est quand même un peu problématique. On a en fait décidé que pour eux, l'enfer, c'était là. L'enfer, c'est pas les arrière-mondes. L'enfer, c'est la Terre. Deuxièmement, globalement, l'alimentation végétarienne ou végane, bien faite naturellement, est bonne pour la santé humaine. Maintenant, les méta-analyses sont à peu près claires. Le taux de décès prématuré baisse de 7 à 13%. Individuellement, on a tout intérêt à le faire. Troisièmement, l'alimentation carnée, elle est quand même égoïste. Parce qu'on ne peut pas nourrir tout le monde comme ça. Il faut de 4 à 10 calories végétales par calorie animale, donc on pourrait nourrir 4 à 10 fois plus de gens en se nourrissant directement avec les céréales qu'en utilisant les céréales pour nourrir le bétail qui nourrissent les gens. Donc en termes sociaux, c'est juste indéfendable. Et quatrièmement,
Évidemment, c'est dramatique pour l'environnement, puisque vous savez que l'industrie de la viande est la plus polluante de toutes les industries confondues, elle est même plus polluante que les transports, ce qui n'est pas possible. Bon, il va falloir qu'on commence à l'intégrer, d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui est du comportement individuel, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on arrête avec le « c'est pas moi, c'est l'autre ». Voilà. Les Américains pensent que tout est de la faute des Chinois, parce qu'ils raisonnent en termes globaux. Mais les Chinois pensent que tout est de la faute des Américains, parce qu'ils raisonnent en CO2 par habitant. Auquel cas, effectivement, les Américains sont 2 fois pires que les Chinois. L'industrie automobile pense que c'est la faute du transport maritime, parce qu'elle raisonne en termes de particules fines. Tandis que les capitaines de bateaux voient le CO2 et donc pensent que c'est la faute de l'aviation. Et les citoyens pensent que tout est la faute des hommes politiques et femmes politiques, qui eux pensent que de toute façon ils ne font que ce que désirent les citoyens et sont donc irréprochables. Bon, nous sommes des sales gosses, sauf qu'on n'est pas en train de se crêper le chignon pour une chustette, mais avec l'avenir du monde. Donc il est quand même grand temps que nous grandissions. Voilà. Et puis prenons exemple sur l'adolescente de cette vie. Troisièmement, il y a un ressort démographique. Donc ça, c'est des sujets qui fâchent. Bon. Un ancien chef d'État français a osé le dire. C'est la faute de l'Afrique. Intégré sur 2 siècles, le plus grand pollueur de la planète est l'Europe. Intégré sur 1 siècle, le plus gros pollueur de la planète sont les États-Unis. Mais c'est la faute de l'Afrique. Alors, évidemment, ce qu'il voulait dire par là, c'est là-bas, la démographie n'est pas maîtrisée. Donc je voudrais quand même en parler quelques minutes. Je crois que se focaliser sur la démographie est une erreur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les projections laissent entendre qu'à partir de l'échéance 2050, donc dans une trentaine d'années, la démographie va très fortement ralentir et peut-être même diminuer. Donc les projections, disons que ça ne change rien, ne sont pas des projections sur un régime de croissance exponentielle durable. Ça, c'est déjà un premier point à intégrer. Mais ce qui est plus grave que ça, enfin ce qui est plus important que ça, c'est que je crois que notre propension à occuper l'espace est telle que rien ne laisse aujourd'hui sérieusement penser qu'en étant moins nombreux, nous aurions un impact plus faible. Ça, je crois que c'est factuellement faux. Si vous voulez, scientifiquement, quand vous êtes dans un régime de croissance exponentielle, non pas de la population, mais de l'usage des ressources, si vous divisez la normalisation de l'exponentielle par 1,5, ça ne change rien. Vous décalez de 2 ans le moment où vous passez le seuil, mais vous ne changez absolument pas le fond du problème. Je crois que si notre être au monde ne change pas, baisser la population n'aura essentiellement aucun impact sur la planète. Est-ce que vous connaissez beaucoup de milliardaires qui vivent dans des 2 pièces ? Alors, quand on peut, on utilise l'espace. On a 15 résidences secondaires quand on est milliardaire et on en a besoin d'une 16e. Et on les utilise. Enfin, on les utilise. Non pas au sens où on les habite, mais au sens où on pense en avoir besoin. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème majoritairement démographique. Pour le dire autrement, les 50% les plus pauvres de l'humanité, c'est-à-dire qui se trouvent dans les pays à forte croissance, essentiellement, émettent 10% du CO2 mondial. Alors que les 10% les plus riches en émettent 50%. C'est quand même un peu bizarre de faire porter le problème sur les premiers. Et beaucoup plus philosophiquement que ça, et je voudrais insister là-dessus, on ne le dit pas assez ça, je crois. Le problème central de la vision démographique, à mon sens, c'est qu'il est toujours lié à une espèce de désir de pérennité. Ça, c'est très important. Je crois que ceux qui pensent que le problème est démographique ont en fait en tête, si on était moins nombreux, on pourrait continuer sans rien changer, sans qu'il y ait de crash. Mais ça, c'est terrible comme idée. Parce que c'est vraiment une erreur grossière. D'abord parce que je pense que c'est faux. On serait quand même en régime d'instabilité. Mais même si c'était vrai, c'est pas la question. Un système peut être parfaitement pérenne et absolument abominable. À l'échelle de l'histoire, les dictatures s'en sont beaucoup mieux sorties que les démocraties. Si on regarde sur 4000 ans d'histoire humaine, il n'y a pas photo. Les dictatures sont-elles pour autant souhaitables? Absolument pas. C'est pas parce que ça marche que c'est bon. Actuellement dans le monde, on a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. En France, on a 3000 SDF qui meurent prématurément chaque année. On a les animaux qui souffrent le martyre dans les fermes-usines. Est-ce que le simple fait de se dire « Ah bah en fait, en étant moins nombreux, on pourrait pérenniser ça » est souhaitable? Je ne crois pas. C'est pas du tout la question, en fait. Donc je pense que c'est une mauvaise manière de poser les choses. Si néanmoins,
on pense qu'il serait bon d'être un peu moins nombreux, ce qui est quand même vraisemblable, sans être une solution. On sait comment faire, si on veut éviter de le faire à la chinoise, avec les conséquences qu'on a connues. Premièrement, sécurité sociale, deuxièmement, retraite, troisièmement, assurance chômage. C'est radical sur la démographie. Beaucoup de gens font des enfants parce que c'est une assurance sur l'avenir, en fait. Bon, si vous augmentez le niveau des prestations sociales et des protections sociales, vous baissez la démographie. Et donc là, on voit bien que les combats sociaux et écologiques sont une fois de plus liés les uns aux autres. Bon, je parle vite, alors je vais faire une pause de 5 minutes. Je vais faire une pause de 5 minutes parce que je crois aussi beaucoup à la dimension poétique. Mais au sens fort, hein, pas au sens d'un divertissement. Parce que le poète, c'est celui qui connaît très bien la grammaire, qui connaît parfaitement la grammaire, qui est incroyablement précis, la précision, c'est la définition de la poésie, mais qui en même temps, à chaque instant, se sent comme en droit de réinventer la structure du réel. Et donc je crois qu'il faut que nous pensions de façon poétique, au sens littéral du terme. Et donc pour faire une petite césure dans cette conférence, je vais vous dire quelques vers de Jean Genet. Parce que j'aime beaucoup Jean Genet. C'est exactement le bon exemple pour moi. Et j'ai choisi exprès un texte qui n'est pas du tout un texte écologique. Pas du tout. Parce que ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que au niveau de l'écriture, c'est presque ronsardien. C'est de l'alexandrin ultra classique. Mais alors, au niveau du sens, c'est abominablement subversif. Genet, c'est l'ennemi intérieur. Donc surtout, je vous invite à ne pas m'écouter pendant 5 minutes. Ton visage est sévère. Il est d'un pâtre grec. Il reste frémissant au creux de mes mains closes. Ta bouche est d'une morte où tes yeux sont des roses. Et ton nez, d'un archange est peut-être le bec. Le gel, étincelant d'une pudeur méchante, qui poudrait tes cheveux de clairs astres d'acier, qui couronnait ton front des pines du rosier. Quel haut mal l'a fondu si ton visage chante. Ne chante pas ce soir les costauds de la lune. Gamin d'or, sois plutôt princesse d'une tour, rêvant mélancolique à notre pauvre amour. Ou soit le mouche blond qui veille à la grande lune. Il descend vers le soir pour chanter sur le pont, parmi les matelots à genoux et nu-tête. L'Ave Marie Stella, chaque marin tient prête sa verge, qui bondit dans sa main de fripon, et c'est pourtant manché vos mousses d'aventure, qu'ils bandent sous leur froc les matelots musclés. Mon amour, mon amour. Voleras-tu les clés qui m'ouvriront ce ciel où tremble la nature, d'où tu sèmes au royal tes blancs enchantements, qui neigent sur mon page en ma prison muette, l'épouvante. Les morts dans les fleurs de violette, l'âme avec ses coques, ses fantômes d'amour. Sur ses pieds de velours passe un garde qui rôde. Repose dans mes yeux creux le souvenir de toi, il se peut qu'on s'évade. En passant par le toit, on dit que la Guyane est une terre chaude. Oh, la douceur du bagne, impossible et lointain, oh, le ciel de la belle, oh, la mer et les palmes, les matins transparents, les soirs fous, les calmes, oh, les cheveux tenus et les peaux de satin. Rêvons ensemble l'amour à quelques duraments. Grand comme l'univers et le corps taché d'ombre qui nous bouclera, nous, dans une auberge sombre, entre ses cuisses d'or sur son ventre fumant. Bon, j'avais prévu d'en dire 3 fois plus, mais je vois qu'il est 8 heures, donc je vais pas. Revenons à des choses sérieuses, l'économie. Il y a une dimension économique. Bon, la fiscalité, ça c'est le truc qui met tout le monde d'accord. Alors bien sûr, la fiscalité, l'intérêt c'est que ça marche. Vous augmentez les taxes ou diminuez l'utilisation. Mais le problème de la fiscalité, c'est que c'est extraordinairement injuste. Parce que la fiscalité, essentiellement, ça veut dire les riches peuvent continuer et les pauvres doivent s'arrêter. Donc en termes d'impact global, la fiscalité c'est redoutablement efficace, mais en termes sociaux, ça pose évidemment beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut freiner notre hubris consumériste dans une économie mondialisée? C'est pas du tout évident. Bon, il faut évidemment un travail très profond, et ce travail très profond doit être
me semble-t-il, une remise en cause du dogme de la croissance. Alors, ça ne veut pas être une évolution, ça doit être une révolution. Mais ce qu'on veut remettre en cause, ce n'est pas le progrès, si vous voulez. Ça, c'est une des autres caricatures qui m'agace. Vous voulez donc revenir à l'âge de pierre? Non, non, personne ne veut revenir à l'âge de pierre. Je suis ravi d'avoir un ordi pour faire mes calculs. La relativité générale à la main, c'est l'enfer. Très bien, on ne veut pas revenir à l'âge de pierre. On souhaite que l'amour, la créativité, la solidarité, la connaissance, l'appétence, la recherche scientifique, l'exploration artistique, que tout ça continue de croître. Parfait. Sauf le PIB. Parce que le PIB, il est directement relié à l'impact écologique. C'est vrai que dans le passé, il a aussi été relié à une baisse de la mortalité. Ça a eu du bon, l'augmentation du PIB. Incontestablement. Si on n'est pas dogmatique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le rapport s'inverse. C'est comme ça. Et il faut absolument qu'on adapte nos comportements à ces nouvelles connaissances. L'un des pères fondateurs de la pensée écologique théorique, André Gorz, montrait que le problème aujourd'hui, ce n'est pas de pallier un manque, au moins dans les pays riches. Le problème, c'est notre goût irrationnel pour la fructification de l'excès. Et je crois que cette manière de dire est extrêmement intéressante. Prenons un exemple. Il est évident qu'il faudrait annuler la dette. Bon. La dette économique, elle est complètement dévastatrice. Pour ceux qui en souffrent, on peut même considérer que c'est un outil d'asservissement, la dette. Mais en même temps, c'est une pure construction sociale, la dette. Si vous dites, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Beaucoup d'économistes disent, non, mais ça, c'est pas possible. Si, je vous assure, c'est possible. Moi, j'ai des amis qui me doivent de l'argent. Je leur dis, ah, bah, c'est bon, on n'en parle plus. Bah, c'est bien. Il suffit de le dire et c'est fini. La dette écologique, on ne peut pas faire ça. En ce moment, on consomme 2 à 3 fois les ressources que la Terre peut produire en une année. Là, on ne peut pas dire on annule la dette. On ne peut pas. C'est celle-là, la dette sérieuse, et il va falloir que nous commencions à la regarder en face. Alors, je pense qu'il faut aussi être un peu charitable, si on peut dire. Si ça se fait, il va y avoir des reconversions considérables. Et il y a des pans entiers d'activités professionnelles qui vont s'effondrer. Et d'autres qui vont apparaître, naturellement. Et ça, je pense que c'est indispensable qu'on le prenne en charge collectivement. Indispensable. Moi, je suis pour l'alimentation végétarienne, mais je ne suis pas du tout pour que les bouchers crèvent de faim. Absolument pas. Si la société change, il faut qu'elle aide ceux qui vont en pâtir à se reconvertir et à ne pas faire seuls les frais de nos évolutions, dont évidemment, ils ne sont pas individuellement coupables. Et bien évidemment, il n'est pas possible de se passer d'un certain niveau de partage. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Si possible, même plus que si possible, on veut fortement endiguer la pauvreté, et en même temps, on veut cesser de faire croître le PIB global et l'impact environnemental. On n'a aucun autre choix rationnel que le partage. Alors, quand vous dites ça, c'est pareil, vous êtes mort. Ah, ça y est, le masque tombe. En fait, c'est un militant marxiste. Non, c'est pas le problème. C'est la solution rationnelle à un problème bien posé. Alors, c'est un peu fatigant, toutes ces caricatures. Parce que, vous savez, c'est comme de parler de fin du monde. Mais non, c'est pas la fin du monde. Oui, ça va. Je suis astrophysicien, je sais que la Terre va continuer de tourner autour du Soleil, même si on fait les cons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est la beauté, c'est la fragilité, c'est la vie, c'est toute cette évolution improbable, nervurée de points de rebroussement et de ramifications hautement imprévues, qui fait tout son intérêt. Si on ne peut pas parler ici de fin du monde, alors c'est juste une expression qu'il faut retirer du vocabulaire de notre langue. Alors, y a-t-il un problème central avec le capitalisme? Ça, c'est un point assez clivant. Parce qu'il y a ceux pour qui, quand on ne commence pas par là, le discours n'a plus aucun intérêt, et il y a ceux pour qui, si on passe par là, alors le discours n'a non plus aucun intérêt. Bon, soyons honnêtes, je pense qu'il y a un problème avec le capitalisme. Très sincèrement, le capitalisme vert, il faut être un peu naïf pour y croire. Bon, pour autant, ça ne signifie pas qu'une dictature communiste est nécessaire. Évidemment pas. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu pragmatique, en l'occurrence. Moi, comme vous, j'aime bien la science, j'aime bien la philosophie, j'aime bien la poésie, mais là, sur ce point-là, il faut être un peu pragmatique. Commençons par les conséquences. Essayons de faire un peu fi de nos préjugés idéologiques, quels qu'ils soient, résolvons le problème, et on verra bien le système qui permet de résoudre le problème. Parce que si on attend de se mettre d'accord sur les causes,
On ne fera jamais rien. Moi, j'ai entendu dire le néolibéralisme, le capitalisme, le patriarcat, la religion, la démographie. J'ai entendu tout ça comme métacause du problème. Ça se défend, mais on ne se mettra pas d'accord. Donc, résolvons le problème et nous verrons bien ce qui émerge. Cinquièmement, il y a une dimension symbolique. Nous sommes des êtres de symboles. Homo symbolicus. C'est très essentiel. Et ça, je crois que c'est fondamental et c'est très puissant parce que nous agissons pour être aimés. Une très grande partie de nos actions sont déterminées par l'amour qu'on pense qu'elles achètent dans le regard de l'autre. Il y a 30 ans, quand j'étais gamin, un manteau de fourrure, c'était sexy. Les femmes riches et belles portaient beaucoup des manteaux de fourrure. Aujourd'hui, ça a complètement changé. L'image n'est plus améliorative, elle est péjorative. Porter un manteau de fourrure, ça veut dire que vous êtes insensible. Et la plupart des femmes n'ont plus envie d'en porter. Ah oui, c'est normal, on n'a quand même pas envie d'être détesté. On peut tout à fait généraliser ce comportement-là. Franchement, aujourd'hui, qui a envie de sortir avec un mec, ou une fille d'ailleurs, qui multiplie les yachts et les voitures de sport? C'est ringard. Mais les gens qui font ça, ils ne le font pas pour avoir des voitures de sport, ils le font pour les lunettes qui vont entrer dedans. Et réciproquement, hein, je le dis dans un sens homme-femme, mais vous pouvez dire dans un sens femme-homme, c'est complètement symétrique. Et je pense que quand on aura collectivement décidé que ce genre d'attitude, je ne dis pas qu'on mette ces gens en prison, c'est pas la question, je dis juste qu'on n'a pas envie d'être pote avec des gens comme ça. Et donc quand on aura regardisé ces comportements, plus personne n'aura, je crois, envie de les mettre en œuvre. Parce que le but de tout ça, c'est quand même d'acheter l'envie de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est juste plus désirable d'avoir ce type de rapport à la fois à nos semblables et à la nature. Bon, quand on voit que messieurs Bezos et Musk préparent la conquête de l'espace, parce qu'ils commencent à comprendre qu'ils ont tellement détruit l'environnement terrestre que la planète devient inhabitable, bon, non seulement c'est ridicule techniquement, parce que croyez-moi, la solution, on va tous aller habiter sur Mars, ils ne vont pas y arriver, mais outre le fait que c'est ridicule, c'est grave, parce que même si ça marchait, il y aurait évidemment très peu de revenus. Et là, il y a un problème, il y a une question, je pense, qui est vraiment symbolique. Qu'est-ce que ça nous évoque, ça, cette conquête spatiale? Moi, je trouve que les programmes Apollo, ça avait de la gueule. Quand je vois mon père qui me raconte, on a marché sur la Lune, il a encore les larmes aux yeux, 50 ans après, je ne sais pas combien, c'est ça, 60 ans, longtemps après. Quand on regarde les images, c'était quand même des vrais aventuriers, les mecs, quoi. Et les filles, d'ailleurs, qui ont été passées sous silence trop longtemps. Bon, c'était un truc qui se tenait, quoi. Franchement, aujourd'hui, le mec, quand on voit une Tesla en orbite, c'est obscène. Il a complètement renversé la symbolique. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est prétentieux. Ce qui me semble noble, aventureux, héroïque, c'est plus là. C'est de voir les Indiens de l'Amazonie qui se battent pour défendre la forêt. Ouais, moi, ça me donne envie de pleurer. Là, je vois des gens héroïques. Ou même de voir un petit mammifère qui lutte pour sa survie. Franchement, Trump qui va retourner sur la Lune, là, cette espèce d'immense érection planétaire, c'est impressionnant. C'est ridicule. Et donc, je crois qu'il faut que nous, on fasse savoir quels sont les symboles qui nous touchent. Voilà. L'histoire des incendies de forêt, elle est aussi intéressante au niveau symbolique. Parce que ce qu'il faudrait que nous comprenions à cette occasion, c'est que la forêt n'est pas une simple ressource. Ça m'a agacé de lire dans plein de journaux, même des journaux bien intentionnés, hein. Oh, c'est terrible, le poumon du monde est en train de brûler. Mais non, c'est une forêt, c'est pas un poumon. Un poumon, c'est un organe qui est là pour remplir une fonction. La forêt, c'est pas quelque chose qui sert à bouffer du CO2. C'est un monde en tant que tel. Et c'est là qu'il y a un travail philosophique monstrueux à faire, qui est de penser ce qui n'est pas nous, indépendamment de ce que ça nous rapporte. Et il faut arrêter, par exemple, de parler de biodiversité. C'est moche, la biodiversité. On dirait qu'on compte. Ah, il y a suffisamment de diversité, c'est cool, là, dans la hashtag, il y a la parité, donc c'est bon, on a coché la case. Non, mais c'est idiot, quoi. C'est la beauté, c'est le magique, c'est le miraculeux, c'est le fragile qui est essentiel. Alors, soyons clairs, hein, du point de vue du rapport de force, moi, je crois que nous avons perdu. On se bat contre plus fort que nous. Pour autant, du point de vue éthique, esthétique, philosophique, nous avons déjà gagné. Parce que quelque part, le combat écologique au sens large est comme intrinsèquement du côté de la vie. Sixièmement, il y a des ressorts psychologiques. Bon, je me rends compte que le temps passe, mais alors j'ai demandé explicitement mon temps par mail il y a 3 jours et on m'a répondu 1h30. Donc j'avais préparé 1h30, donc je vais essayer de parler plus vite pour faire plus court. Mais, en même temps, je dis des trucs banals.
Bon, je vais y aller sur l'essentiel. Niveau psychologique. Bon, on a lu, et je crois qu'il y a un des intervenants qui a défendu ce point de vue il y a quelques jours, que finalement, la préoccupation eschatologique, ça ne génère pas beaucoup de dopamine, et que donc notre cerveau il est un peu inapte. Bon, c'est vrai, hein. Et en même temps, je ne suis pas mon striatum quand même. Quand on fait des études, c'est exactement ce qu'on fait, c'est un pari sur l'avenir. On fait un truc qui est quand même la plupart du temps chiant, sauf avec quelques professeurs exceptionnels, mais la plupart du temps c'est quand même chiant, et on le fait parce que c'est un pari sur l'avenir. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est possible. Voilà, on ne peut pas le considérer comme étant, disons, biologiquement inaccessible. Mais le plus important pour que ça se fasse, c'est de revoir les indicateurs. Quand j'étais enfant, j'apprenais en cours de géographie un classement des pays par PIB. Donc il y avait les bas PIB, qui étaient les merdes, et puis il y avait les pays avec le très haut PIB, qui étaient ceux vers quoi il fallait tendre. Et j'ai eu le plaisir de voir que mes enfants qui sont au collège, maintenant n'utilisent plus ça, ils utilisent l'IDH, l'indice de développement humain, qui incorpore l'accès à l'eau, le bien-être, la culture, etc. Et le classement des pays est plus du tout le même. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'on peut complètement revoir nos évaluations, et le plus intéressant encore, ce serait d'arrêter de classer les pays, et d'essayer de sortir de cette logique de la hiérarchie à tout prix. Petite blague pour les scientifiques, moi je crois que les gens sont comme des nombres complexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ordonnés. Mais pas matheux, vous n'avez rien compris, il faut que vous ayez pas matheux. Là, vous avez compris, vous trouvez ça nul. Ça, alors, ça va être très difficile parce que il faut faire une révolution contre nos intérêts à court terme. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. En 1789, les gens n'étaient pas dans la rue pour demander que leurs petits-enfants apprennent la philosophie. Ils étaient dans la rue pour demander du pain pour demain matin. Et nous, il faudrait qu'on aille dans la rue pour demander moins de pain pour demain matin. Ça va être extrêmement compliqué. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait qu'on parle peut-être quand même trop du coût que ça aura en confort, qui est réel, mais qui n'est qu'un coût que vis-à-vis des indicateurs de l'ancien monde. C'est-à-dire que si évidemment on évalue le monde de demain du point de vue de ce qui donnait sens au monde d'aujourd'hui, on ne peut que perdre. C'est exactement comme quand vous évaluez le QI d'un animal avec des critères humains. Ah bah, comme par hasard, l'homme est au sommet de la pyramide, ça ne jamais. Oui. Et je vous assure qu'avec des critères de chauve-souris, on serait très bas. Donc, il faut faire un peu de relativisme culturel et d'essayer de comprendre qu'il y a d'autres êtres au monde envisageables. Bon, il faut aussi faire attention avec la convergence des luttes. Moi, j'aime bien l'idée. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur tout. Et ça, il va falloir absolument quand même qu'on apprenne à être un peu raisonnable. Il y a des questions, je vous assure que si on parle, c'est quoi les trucs très clivants, art contemporain, port du hijab, etc., on ne va pas tous être d'accord. Même si on est exactement d'accord sur l'écologie, on ne va pas tous être d'accord dans cette pièce. C'est comme ça. C'est dommage. Enfin, moi, j'aimerais bien que tout le monde pense comme moi. Je suis sûr que je vais arriver. Mais c'est comme ça. Donc, il va quand même falloir qu'on fasse quelques concessions. Parce que si on attend de nos alliés d'être nos copies conformes, on va une fois de plus se retrouver seul. Bon. Pour autant, je pense quand même qu'il y a aujourd'hui une convergence entre toutes les forces de déconstruction de ce qui apparaît comme un ordre inexorable du monde. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir exactement ce qu'on veut, d'ailleurs moi j'en sais rien à dire vrai. Ce qui est important, c'est d'oser remettre en cause ce qui nous apparaît comme étant une donnée presque héritée, une épiphanie de la nature, alors qu'en réalité, c'est évidemment la résultante d'une longue construction. Bon, aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de mes amis intellectuels, en fait, ont peur, parce que nous sommes dans un régime, quand même, de muselage, qui fait que on marche sur des œufs, quoi. Bon, et on sait très bien que dès qu'on teste, quand même, une forme de puissance systémique, tout sera réutilisé à charge. Donc ça, je pense aussi que c'est à nous de décider, non pas qu'on s'en fout, mais que finalement, ça n'a quand même pas beaucoup d'importance. Et moi, quand j'ai parlé, par exemple, de l'éventuelle obsolescence de la 5G, ça ne paraît pas nécessaire, j'ai reçu des centaines, peut-être même des millions de tweets d'insultes. Je trouve ça marrant. Ah ouais, donc ça, pour les gens, c'est si important que ça, quoi. C'est le truc le plus important que j'ai jamais dit dans ma vie, en fait, manifestement, en termes d'impact. Et ça m'a été complètement indifférent. Et quand je recevais des mails d'amis qui me disaient « Alors ça va, t'es pas trop déprimé, pourquoi? Ma femme a un cancer ?» Ah non, je parlais des tweets sur la 5G. En fait, il faut qu'on arrête de donner de l'importance à cette merde, quoi. Il faut quand même qu'on décide collectivement que ce n'est pas le vrai.
y a une dimension mythologique. Bon, il faut qu'on écrive un nouveau mythe, il n'y a aucun doute là-dessus, un nouveau récit. On ne sait pas être là sans nous raconter Gaïa et ses origines. Moi, astrophysicien, je pourrais vous parler du Big Bang, mais ce n'est pas ce mythe-là qui est intéressant, c'est quand même le mythe de la vie. Et je crois qu'il faudrait un mythe nouveau en cela qui serait tourné vers demain. Le mythe, hein, comme le disait Bachelard, c'est quand même ce qui nous parle d'où on vient. Et il faudrait peut-être qu'on imagine aussi un mythe qui nous parle de où nous allons. Et je crois qu'il faudrait de nouveaux héros. Non pas un homme arrogant et malicieux, comme Ulysse, non pas un homme puissant, et demi-dieu d'ailleurs, comme Achille, moins encore un homme violent et stupide, comme Agamemnon et ses reîtres. Je crois qu'il faudrait un hybride, peut-être un homme animal, plus humble, plus doux, plus aimant et plus subversif aussi. Alors, on a une sorte d'ontologie inventée, c'est-à-dire d'être en tant qu'être, et ce sont un peu ces profondeurs qui doivent être maintenant questionnées avec un enjeu qui dépasse énormément la jugulation des émissions de CO2. C'est vraiment ça, le travail qu'il faut qu'on fasse, je crois, c'est de comprendre que c'est pas... Ça, c'est un effet secondaire, c'est pas le cœur du problème. Donc, il va falloir oser questionner les fondements. Alors, au niveau philosophique, moi, je crois que le problème ici, ce sont les couples de positions binaires. Vous savez qu'en tant qu'héritier de la bonne vieille métaphysique socratique, nous avons été structurés par ces couples. Présence, absence, homme, femme, vérité, mensonge, croire, savoir, terre, ciel. On s'est défini comme ça. Bon, c'est pas mal, hein, la métaphysique platonicienne, elle n'est certainement pas à jeter avec l'eau du bain. Mais ces oppositions sont aussi parfois nuisibles. Et en particulier, la fameuse et cardinale opposition nature-culture, humain-animal. C'est là-dessus qu'il va falloir maintenant travailler parce qu'on sait quand même que c'est scientifiquement faux et que c'est éthiquement nuisible. Alors, c'est pas nouveau, hein, de Derrida à Nietzsche, en passant par Foucault et Deleuze, il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé le dépassement de ces dialectiques binaires. Mais le travail est encore assez balbutiant. Et la question est de savoir comment nous allons intégrer ces nouvelles blessures narcissiques. Donc, on sait que les animaux souffrent comme nous, espèrent comme nous, désirent comme nous, etc. Mais on n'est pas capable d'en faire quoi que ce soit. Et c'est plus grave que ça encore. La question est, faut-il à tout prix savoir qu'ils sont comme nous avant de commencer à les aimer? Ça, c'est pas du tout évident. Et là, il y a aussi un travail fondamental à faire, je crois, sur la question de l'altérité. Bon, oui, l'exemple, je trouve, j'en ai juste un, parce que le temps passe, j'en avais 5 et j'en ai un. L'exemple archétypal de ça sont les réserves naturelles. C'est très bien, là, si je devais tout de suite choisir pour ou contre, je cliquerais sur pour. Mais fondamentalement, c'est quand même terrible. Parce que ça veut dire qu'on a décidé que le monde normal, c'était les parkings de supermarchés. Et les lieux de vie autres, ce sont quand même des tout petits enclos extraits de la continuité. Donc, vu ce qu'on est, c'est bien que ça existe. Mais fondamentalement et idéologiquement, c'est dramatique le concept même de réserve naturelle. Ce sont nos activités buristes ou chiméristes qui devraient être effectivement dans des réserves. Alors, bon, je crois aussi qu'il faut sortir de la vision en termes d'espèces, essayer de commencer un peu à parler en termes d'animaux. Moi, sincèrement, la disparition des espèces, ça ne m'émeut pas tant que ça. Ou même la disparition de la vie, ça ne m'émeut pas tant que ça. Ce sont les vivants qui comptent. C'est pas un truc abstrait. C'est des gens qu'on connaît qui vont mourir. C'est des animaux qu'on voit qui vont mourir. C'est pas une abstraction qui va disparaître. C'est pas une couleur sur un dessin. Quelque part, ce qui est plus grave encore que la mort, c'est la souffrance. Ça ne va pas se faire de façon indolore, tout ça. Neuvièmement, j'avance, il y a une dimension sémiotique. Ça se joue toujours gravement au niveau des signes. Bon, vous avez remarqué, c'est assez drôle, les anti-écolos se croient souvent assez dionysiaques. Et ils se pensent un peu Nietzsche. Moi, je ne suis pas bien penseur. Ils sont fiers. Alors ça, c'est assez marrant parce que non seulement il faudrait qu'ils continuent à tout dévester, et qu'en plus ils le fassent en ayant la bonne conscience d'avoir l'impression d'être transgressifs. Bon, c'est complètement idiot. En fait, ils ne font que surenchérir dans l'inertie du système hérité. Il n'y a absolument rien de subversif aujourd'hui à continuer exactement dans l'ordre établi. Alors, ça c'est très important. Il faut que je dise un mot du niveau technique. La fameuse solution technique. Pourquoi je crois qu'elle n'existe pas? Ça, c'est peut-être le plus important là, de ce passage.
D'abord parce qu'au niveau concret, absolument rien ne laisse rationnellement croire qu'un miracle technologique permettra d'endiguer la fonte de la vie sur Terre. Globalement, généralement, quand on est en train de crever d'une cirrhose, on n'augmente pas les doses d'alcool. Bon, donc là, c'est un peu ce qu'on fait, on est en train d'être tué par la surtechnologie, donc il en faudra un petit peu plus. C'est un peu bizarre à la base. Mais au-delà de ça, quand bien même ça serait le cas, dans 50 ans, on aurait un miracle. Vu le taux actuel d'extinction des vivants sur Terre, ça sera le miracle le plus triste de l'histoire de l'humanité. Parce que le nombre de morts aura déjà été cosmique. Mais c'est encore plus grave que ça. Il y a des effets rebonds qui sont catastrophiques. Il faut les voir. Imaginez que demain, vous inventez un téléphone portable qui consomme 2 fois moins. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Écologiquement, vous faites un truc chouette. C'est pas vrai, ça. Parce que s'il consomme 2 fois moins, on s'en servira plus que 2 fois plus. Parce qu'actuellement, vous allez remarquer, avec les téléphones portables, les jeunes, ils sont tout le temps à côté des prises, parce qu'il y a une autonomie limitée. Donc il faut qu'on fasse un peu gaffe, on ne peut pas tout le temps s'en servir autant qu'on voudrait. Si vous diminuez la consommation, vous augmentez l'autonomie, il y a plein d'usages qu'on réservait jusqu'alors à nos ordinateurs qu'on fera sur nos téléphones. Les effets rebonds, presque systématiquement, surcompensent les petits gains directs. Mais la vraie question, elle est encore beaucoup plus profonde que ça. Et c'est le point nodal auquel je voulais en venir sur cette question. Imaginez, ce que je ne crois pas du tout, je pense que c'est faux, mais imaginez qu'on arrive à maintenir l'espérance de vie humaine, voire à la faire un peu augmenter, sans renoncer à notre consumérisme débridé. Imaginez donc qu'on remplace les abeilles par des drones, les fleurs par des cônes en plastique, les arbres par des gigantesques absorbeurs de CO2, et qu'on vive sans mourir plus tôt. La question est, est-ce que c'est ce que l'on veut? C'est ça le point fondamental. Parce que le miracle technologique, peut-être qu'il va arriver, comme tout miracle, après tout, il est imprévu. Peut-être qu'il adviendra, j'en sais rien, moi je ne suis pas prophète. Mais s'il advenait, créerait-il le monde que l'on veut? La question est, si on bétonne tout demain, et qu'on arrive quand même à vivre 85 ans, est-ce qu'on est heureux? C'est uniquement ça la question. Donc il faut vraiment arrêter de faire croire que c'est un problème technique. C'est un problème politique. Peut-être que la technique peut aider, peut-être, mais par rapport à une direction politique qu'il faut que nous fixions. Bon, j'avance. Un petit point quand même sur l'énergie. J'en ai très peu parlé parce que je suis convaincu que ce n'est pas si important que ça, et je suis convaincu qu'on se focalise trop sur l'origine de l'énergie. Chercher de l'énergie propre, c'est bien, aucun doute là-dessus. Mais il ne faut surtout pas croire qu'une énergie parfaitement propre résoudrait complètement le problème. Ça, c'est complètement faux. Parce que le vrai problème, c'est moins l'origine de l'énergie que l'utilisation de l'énergie. Si demain, vous rasez l'Amazonie avec un motoculteur qui fonctionne à l'énergie solaire, okay, vous n'avez pas émis de CO2, mais vous allez quand même raser la fleur. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc il ne faut surtout pas surdéterminer la faible émission carbone de l'énergie. Tant mieux, si c'est le cas, mais ce n'est pas la solution. Et là encore, on n'a pas d'autre choix que d'être nuancé. Autre sujet clivant, le nucléaire. Ça, chez les écolos, c'est un sujet ultra clivant. Bon, on a le droit d'essayer d'être intelligent. Moi, je suis un peu agacé par les fact-checkers qui disent écoutez, on arrête, le nucléaire n'émet pas de CO2, donc c'est acté, il est bon pour l'environnement. C'est vrai qu'il n'émet pas de CO2. Peu de CO2, ça c'est vrai. Mais c'est pas ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, évidemment, c'est les déchets à durée de vie longue, bien plus longue que la stabilité politique de nos pays, et donc ça ne résout pas du tout le problème de savoir si le nucléaire n'est pas souhaitable. En France, par exemple, moi, je crois que continuer à très long terme dans le nucléaire, c'est un problème, pour beaucoup de raisons qui sont assez faciles à comprendre. Mais je crois, à contrario, que sortir précipitamment du nucléaire, ce qui nécessairement nous rabattrait vers des formes d'énergie encore plus polluantes, c'est également un problème. Vous avez dit ça, vous êtes fâché avec tout le monde. Mais donc, je crois qu'il va falloir là aussi oser être un peu quand même raisonnable. Comme le glyphosate, c'est exactement la même chose. Les zététiciens vous disent mais enfin c'est fact-checké, c'est pas cancérigène aux doses prescrites. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. C'est peut-être vrai, mais c'est pas le problème. C'est pas ça qu'on reproche au glyphosate. C'est son effet dévastateur sur la biodiversité. Donc le problème à ça, c'est qu'on peut avoir des réponses scientifiques qui sont parfois claires, mais si les questions sont trop mauvaises, les réponses n'ont juste aucun intérêt. Et donc, comme tout à l'heure, il faut qu'on se batte pour poser les bonnes questions. J'ai presque fini. Il y a une dimension médiatique
Je crois qu'il faut cesser d'édulcorer la catastrophe avec des mots qui ne lui rendent pas honneur et qui la font passer pour étant un peu magique ou inévitable. Et il faut aussi cesser de donner l'impression d'un débat quand il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas pour le muselage de quiconque. Très bien, on est en démocratie, tout le monde a le droit de parler, on est tous d'accord là-dessus. Mais vous avez remarqué, on voit quand même assez rarement dans les grands médias des platistes. Je pense que la Terre est plate. Il y en a plein, des gens qui disent que la Terre est plate. On ne les invite pas souvent au journal, quand même. Donc on se demande pourquoi on invite autant de climato-sceptiques. Parce qu'ils sont à peu près au même niveau de crédibilité dans la communauté scientifique. Donc il ne faut peut-être pas les museler. Ces gens n'ont pas à finir en prison. Hein. Très bien, il y en a même des sympas, on prend des cafés avec eux, tout va bien. Mais il faut arrêter de les surreprésenter parce que l'image que ça donne est juste biaisée. Il faut re-hiérarchiser l'information. On est en pleine guerre. En pleine guerre, on commence par les informations sur la guerre. Voilà. Les médias ont fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Et je connais beaucoup de journalistes qui vraiment sont réglo, quoi. Ont vraiment envie que ça change et je les félicite. Mais je trouve que voilà, le niveau de harcèlement doit encore monter pour que ça devienne juste la préoccupation essentielle. Je conclue. Je me suis posé avec un géologue une question terrible il y a quelques temps. Est-ce qu'aux échelles de temps géologiques, on pourra savoir que l'homme a existé? Par exemple, dans plus de 10 millions, dans 100 millions d'années, à l'échelle de temps géologique. Est-ce que dans 100 millions d'années, un scorpion géologue pourra savoir que l'humanité a existé? Alors je vous dis tout de suite, tout ce qu'on a fabriqué ne restera rien. Les cathédrales, les barrages, rien. Tout ça, c'est même pas la peine d'y penser. L'augmentation de CO2, on ne pourra même pas l'avoir parce que les glaces seront fondues. Donc ça ne marchera pas comme ça. Et donc, il semblerait que non. En fait, dans 100 millions d'années, personne ne saura que l'homme a existé. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, grâce aux fossiles, on verra de façon extrêmement claire une chute massive de la vie en un laps de temps minuscule, sans aucune cause géologique ou météoritique. Donc finalement, notre trace, voilà. Ce que nous laisserons comme empreinte de nous sur une échelle de temps géologique, c'est ça. Un affaissement du vivant comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire de la planète. Warren Buffett, cet homme charmant, le milliardaire américain, écrivait, c'est bien connu, il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la gagner. Hubert Reeves, rien à voir, l'astrophysicien, écrivait lui qu'il y a une guerre des races, que c'est un fait, et que c'est notre espèce qui mène cette guerre contre les animaux et qui est en train de la gagner. Hubert, il le déplorait, bien sûr. Eh bien, je crois que finalement, aujourd'hui, le problème de ces deux batailles, c'est qu'on risque de les gagner. Et que le pire qui puisse nous arriver, ça serait justement de les gagner. Ce sont des batailles que j'espère qu'on va perdre, et plus exactement, dont il faudrait peut-être aujourd'hui simplement sortir. Et il faut peut-être ne plus se laisser entraîner par les clowns dangereux qui nous mènent dans ces affrontements insensés. Ils sont dangereux, mais quand même, in fine, ça reste des clowns, il ne faut pas l'oublier. Donc je conclurai en proposant un activisme fractal. Fractal, vous savez, en physique, en maths, ça veut dire que le motif persiste quelle que soit l'échelle. Je crois que toutes les voies aujourd'hui sont nécessaires et intéressantes du point de vue du défi écologique et social. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'en demeure pas moins que le plus important pour moi, c'est de choisir de ne pas choisir. Il y a des courants qui émergent. Il y a d'une part les scientistes, d'autre part les intuitifs rêveurs, les boudingues et les radicaux. Il y a peut-être aussi la dimension rationnelle légale et la dimension spontanée volontaire, la dimension technoscientifique et la dimension religieuse spirituelle, la dimension militante activiste et la dimension diplomate et négociatrice, une dimension ontologique et métaphysique et une dimension praxéologique et heuristique. Bon, je crois que nous devons ne pas faire nos choix. Voilà. Ça n'a de chance de marcher que si ça se déploie partout en même temps. Et je pense que la multifractalité, c'est aussi sémantique. Appelons un chat, et donc appelons une extermination, une extermination. Le monde, disait Héraclite, est un enfant qui joue. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt un enfant qui meurt. Merci.